Salut, bienvenue sur Anakaland pour une nouvelle vidéo sur House of the Dragon. Avec l'épisode 8 intitulé Le Seigneur des Marais, qui est une référence au titre de Corlys Velaryon, enjeu majeur de cet épisode. Un épisode qui envoie du lourd, certainement parmi mon top 3 dans cette première saison. Certes un épisode politique sans trop d'action ni aucun dragon, mais un épisode dans lequel tout ce qui avait été mis en place jusqu'à maintenant devient concret. Le roi qui n'est plus qu'une ombre de lui-même, d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu l'épisode ne le regardez pas en mangeant, on sait jamais, et qui a laissé le champ libre pour Otto et sa fille la reine pour s'emparer du pouvoir à Port-Réal. Daemon et Rhaenyra, mais surtout Daemon qui nous offre une performance à la hauteur de nos attentes dans un tel épisode. Et les enfants des deux lignées qui ont bien grandi, impliquant un nouveau changement d'acteur avec une mention spéciale pour Aemond qui ressemble tant à son oncle. Avant de continuer, pensez à vous abonner et à me donner votre avis sur cet épisode en commentaire. Et comme toujours, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, courez vite le voir car ça va spoiler. L'épisode commence avec la reine qui ne fut jamais, Rhaenys, qui s'inquiète du sort de son mari blessé au combat dans une nouvelle guerre contre la Triarchie dans les degrés de pierre. Corlys Velaryon, actuel seigneur des marais, a donc été grièvement blessé par un corsaire et ses jours semblent compter. La question de l'héritage de la marque se pose alors, et le frère de Corlys se jette sur la carcasse de son frère. Vaemond enterre déjà son frère et revendique le trône de bois flotté. Mais Rhaenys est chez elle et décidera de maintenir la volonté de son mari, d'inscrire la lignée Velaryon dans l'histoire. La querelle entre Vaemond et sa belle-sœur ne pouvant être réglée, ils devront en référer à la couronne. La triste nouvelle étant arrivée également à Père Dragon, on retrouve Daemon alors qu'il se réjouit de la nouvelle couvée de Syrax, 3 nouveaux œufs pour sa famille. Rhaenyra quant à elle rejoint son fils en pleine leçon de haut valyrien. Il était effectivement temps qu'il s'y mette, déjà que tout le monde doute de sa légitimité, cela aurait pu faire son effet de le voir parler en haut valyrien aussi bien que ses parents. Daemon apporte alors la nouvelle de la marque, et Rhaenyra comprend immédiatement que les intentions de Vaemond sont dangereuses pour elle. Et étonnamment, c'est Daemon qui calme le feu de sa femme qui veut protéger ses petits. La décision est donc prise pour toute la famille d'aller à Port-Réal défendre leur position. Tout est enfin mis en place dans cet épisode au fort ton politique alors que tout le monde arrive à la capitale. Rhaenyra est seulement accueillie par un lord qui semble toutefois bien chaleureux à son encontre. Et de plus elle ne reconnaît plus le palais avec toutes ces étoiles à 7 branches qui remplacent les bannières Targaryen. La religion a donc pris une place bien importante dans le pouvoir des 7 royaumes. Comme cela peut souvent arriver avec un roi faible ou encore avec une reine qui tente de s'accaparer le pouvoir et la sympathie du peuple en se faisant passer pour pieuse. En opposition bien sûr à Rhaenyra qui elle ne l'est pas. Daemon et Rhaenyra vont ensuite voir le roi, qui est décidément dans un très mauvais état, mais malgré tout qui s'accroche à la vie, comme s'il sentait que le destin du royaume tenait encore sur sa simple existence. D'ailleurs lorsque Daemon le met au courant des dernières nouvelles, celui-ci a l'esprit embrouillé et confus, et ne semble même pas au courant que la guerre a repris depuis plusieurs années dans les degrés de pierre. Il est donc bel et bien maintenu dans le brouillard par sa reine et sa main, ainsi que par le lait de pavot qu'il consomme en quantité. Le pauvre, la douleur doit être insoutenable, mais une lueur de bonheur vient éclairer son visage dévasté lorsqu'on lui présente ses 2 nouveaux petits-fils. Aegon encore, et Viserys, un hommage que le roi prend très à cœur. De l'autre côté de la famille, la reine Alicent carrément sur le siège du roi au conseil restreint et Otto quant à lui sur le trône. Libre d'agiter ses doigts de marionnettiste, ont tous deux très bien joué leur jeu comme dit précédemment. Juste après le conseil, la reine qui a été appelée pour régler un problème concernant le prince Aegon, décidément celui-là il n'a pas changé, toujours à faire des siennes. La reine se retrouve donc devant une jeune servante traumatisée par l'agression infligée par le prince. Celle-ci lui a apporté du vin et hop, lui il en a profité. On avait déjà pu constater que c'était un petit imbécile lubrique, mais maintenant qu'il est adulte, qui aurait pu croire qu'il allait se calmer? Ou sinon peut-être qu'Alicent aurait dû lui apprendre la décence et le respect, étant donné que ce sont des valeurs qu'elle affectionne tant. Plutôt que d'en faire un prince digne d'usurper le trône de sa sœur, elle en a fait une chiffre molle qui ne fait que chouiner. La reine donc que l'on sent bien gênée par les actes de son fils et qui enlace la jeune fille pour la réconforter, mais va tout de même juste après la menacer à demi-mot de ruiner sa réputation et sa vie si elle parle de ces événements. Elle lui offre tout de même une jolie bourse de pièces et lui fait servir la fameuse tisane que le roi avait fait préparer pour Rhaenyra des années plus tôt. Alicent dans toute sa finesse, qui joue son rôle de reine à la perfection pour assurer le trône à sa famille. Mais on ne peut pas en dire autant de son fils, qui nous est montré dans toute sa gloire alors que sa mère le confronte sur ses actes. Et pas mal le coup d'Elaena, la femme sœur d'Aegon, qui demande après la dite servante juste à ce moment. Toujours là pour rafraîchir l'ambiance. Comme plus tard quand elle parle du mariage devant toute sa famille, humiliant clairement son mari qui en avait bien besoin. Vient enfin la confrontation entre Alicent et Rhaenyra, secondée par Daemon. Le jeu d'ironie entre les époux au tout début de la conversation était très bon, accusant carrément la reine et la main d'empoisonner le roi pour le clouer au lit avec l'esprit confus. Certes sa maladie le ronge, mais son état était véritablement pitoyable, il ferait presque peur aux marcheurs blancs et leurs whites, mais son état d'esprit est clairement ce qui dérange le plus la famille du roi. Vient ensuite le sujet des symboles du pouvoir Targaryen qui ont disparu au profit de l'étoile à 7 branches, qu'Alicent arbore en énorme autour de son cou d'ailleurs. Ce à quoi elle répond par sa prétendue posture supérieure car elle respecte la morale et la parole sacrée. Contrairement à Rhaenyra qui trompe son mari, engendre des bâtards et épouse son oncle après avoir tué le précédent mari. Pécheresse.
Ensuite, toujours en opposant les deux camps, on rejoint les enfants dans la cour du château. Alors que les fils de Rhaenyra sont toisés par la cour qui chuchote dans leur dos, ils tentent de se refamiliariser avec les lieux où ils ont grandi. De l'autre côté, il y a Aemond qui s'entraîne avec Sir Criston et qui fait le show pour les gens présents dans la cour. En effet, Aemond semble être devenu un bon combattant. Entre sa détermination déjà montrée dans l'épisode précédent et la perte de son œil, il a dû tout faire pour devenir fort. De plus, le soutien et l'aide de Criston Cole a probablement aidé à en faire l'homme qu'il est aujourd'hui. En bien comme en mal, rappelons que Criston sait se montrer mesquin et vicieux. Arrive ensuite la famille Velaryon, enfin ce qu'il en reste, Vaemond, Rhaenys et Bella qui est devenue la pupille de Rhaenys depuis la mort de sa mère. Vaemond qui court présenter sa requête et comploter avec les Hightower. Otto qui cherche clairement des excuses pour que la reine puisse justifier leur choix de destituer Lucerys au profit de Vaemond. Rhaenys quant à elle qui se recueille dans le bois sacré, bien différent en hiver, beaucoup moins divin, malgré ses feuilles rouge sang toujours aussi belles. De plus, on peut voir clairement que l'ambiance de tout le palais est très différente de ce qu'on a vu en début de saison. Tout est beaucoup moins lumineux ou coloré. Rhaenys est alors rejointe par son autre petite fille, Rhaena, qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, et par Rhaenyra qui présente ses hommages, puis toutes deux discutent honnêtement comme on les avait déjà vues faire auparavant. La princesse doit d'abord contrer les accusations du meurtre de Laenor, que Rhaenyra nie. Ici, soit elle ment vraiment bien, soit elle connaissait finalement le vrai plan de faire quitter Westeros à Sir Laenor. Et ensuite, elle parle de leurs ambitions respectives avant que Rhaenyra fasse à nouveau une proposition qui amènerait la paix. Marier ses fils aux filles de Laena. Ainsi, la marque et le trône de fer reviendront aux descendants de Rhaenys et Corlys. Mais la réponse de Rhaenys laisse clairement voir qu'elle va suivre le courant et que si les Hightower détruisent la réputation de Rhaenyra et sa famille, elle sera alors seule face aux foudres de la cour. En même temps, la reine qui ne fut jamais n'avait jamais montré un grand soutien envers sa nièce. Vient ensuite un moment qui a son importance pour plus tard alors que le roi confond Rhaenyra à son chevet avec Alicent. Rhaenyra vient demander à son père si la chanson de glace et de feu est bien vraie. Ces mots que son père a partagés avec elle il y a des années, mais avec aucun autre de ses héritiers potentiels, pèsent sur la princesse depuis tout ce temps. Ce fardeau qu'elle porte pour le bien de sa maison, du royaume et de l'humanité est si lourd à porter pour elle seule. Elle demande donc à son père un dernier acte de soutien à sa fille et héritière. Mais le roi est incapable de répondre à sa fille tant il est shooté. Mais un peu plus tard, durant ses soins, exige d'Otto qu'il organise un dîner avec toute sa famille pour une fois qu'elle est réunie. Et Otto, qui avait d'abord pris le roi de haut, lui faisant remarquer qu'en gros il n'était pas l'heure de dîner, tente de lui faire ingurgiter son lait de pavot, ce que le roi refuse avant de renvoyer Otto à ses occupations et à l'organisation du dîner. Otto donc que l'on retrouve assis sur le trône de fer pour présider et arbitrer la querelle concernant la marque. J'ai beaucoup aimé cette scène dans laquelle on voit les deux clans s'opposer par leur simple positionnement dans la salle, comme souvent dans cette série. Et alors que Vaemond s'en prend à la princesse, allant jusqu'à dire que Rhaenyra ne reconnaîtrait même pas le sang Velaryon s'il coulait devant elle, pas mal. Et ensuite, alors que la princesse parle pour défendre la légitimité de son fils, le roi fait son entrée dans la salle du trône. En effet, tout ceci était bel et bien une farce avant que la seule vraie autorité n'arrive. Une grande et potentielle dernière entrée pour sa majesté Viserys Ier, qui mérite ici qu'on l'appelle par ses titres. Car malgré cette agonie que semble lui faire subir son affliction, il se présente sobre et traverse la salle sans aide pour annoncer à Otto qu'il va s'asseoir sur le trône aujourd'hui. Genre, dégage tes fesses de ma place, c'est encore moi le roi. Tout cela avec une musique qui met le curseur de l'épique à plus 1000 pour cette épopée du roi, qui ne fait pourtant que marcher jusqu'à son trône. J'ai adoré ce moment, avec le roi souvent si faiblard alors qu'il avait encore la santé, et ici si puissant alors qu'il est déjà à moitié mort. Un masque d'or faisant penser à celui du gaveur de crabes cachant une partie de son visage. Et alors que l'ascension est trop difficile, le roi qui avait refusé l'aide de ses gardes accepte finalement celle de son frère qui se présente à son côté, ramasse sa couronne et l'aide à remonter, puis lui remet la couronne sur la tête. Ce moment est très beau. Après la multitude de provocations de démons tentant d'affaiblir l'autorité de son frère, celui-ci le couronne roi devant quiconque pourrait encore douter de qui a le pouvoir ici. Une scène très riche donc en symboles et en messages non verbaux comme seul HBO sait nous offrir en ce moment. Une fois sur son trône, le roi remet les pendules à l'heure. La succession est déjà réglée depuis bien longtemps par Corlys lui-même. Et donc c'est la parole de Rhaenys, sa femme, qui prévaudra. Petit coup de stress pour Rhaenyra, pas sûr de connaître le point de vue de sa tante. Mais celle-ci va réitérer les propos qu'elle a eus au début de l'épisode. Son mari souhaitait effectivement que la marque revienne au fils de son fils, Lucerys Velaryon. Et elle en profite pour valider les épousailles de ses petites filles avec les fils de Rhaenyra. Une grande nouvelle pour la famille royale au final. Mais non, Vaemond tente encore de lutter, même face au roi, car il sait avoir le soutien des Hightower. Il s'insurge contre le roi et va même jusqu'à insulter la princesse et ses enfants. Le roi, puisant dans toutes ses ultimes forces pour se lever, dégainer sa dague et le menacer de lui couper la langue. Bravo encore Viserys, mais ne t'inquiète pas, ton frère a pris les devants. En effet, Daemon, qui l'avait mis au défi de prononcer le mot en B, bâtard, que Vaemond a finalement hurlé, lui décolle la tête des épaules alors que le roi menace de lui couper la langue. Encore une masterclass de Daemon Targaryen qui envoie cette tête voler de manière magistrale, tout en adoptant une attitude nonchalante quand la main tente de le faire arrêter. On remarquera également plusieurs choses du côté de la reine. Personne n'a pris la parole pour soutenir Vaemond avant qu'il ne se fasse couper la tête. Et ils auraient peut-être dû car maintenant c'est trop tard. De plus on sent vraiment dans l'œil d'Aemond une admiration grandissante pour Daemon. Ils se ressemblent tellement et le jeune homme a l'air aussi cinglé que son oncle à son âge.
Finalement, le roi s'effondre de fatigue quand Otto tente de faire arrêter Daemon. Le roi qui refuse à nouveau le lait proposé cette fois par sa femme car il doit régler tout ça comme il dit. Il est si proche de la fin mais il s'accroche pour sauver sa famille de cette division. Vient enfin la scène qui fait tout le sel de cet épisode, le fameux dîner du roi avec toute sa famille. Alors que celui-ci se réjouit d'être ainsi entouré et du mariage prochain des héritiers de sa maison, il prononce également un discours exigeant et suppliant pour la paix entre les membres de sa famille, car sa fin est proche et il ne supporte plus leur querelle. C'est pendant ces mots que le roi choisit d'ailleurs d'enlever son masque, pour faire bien peser ses mots, mais juste avant de manger, c'est vraiment pas cool pour ses convives. Rhaenyra, toujours dans sa position de pacificatrice, présente ses hommages à la reine, qui a su rester auprès du roi, son père, qu'elle aime tant. Ce à quoi Alicent répond favorablement et respectueusement. Pour moi, tout ceci n'est pas vraiment de l'hypocrisie. Certes, chacune sait que ce n'est pas gagné, mais elles font un réel dernier effort de réconciliation pour leur roi, leur amitié n'étant pas un si loin souvenir. Ici, les deux clans vont faire des efforts pour se supporter et faire mine de se réconcilier devant le roi, par respect pour sa volonté, mais ce n'est pas si simple pour les enfants d'Alicent, alors qu'Aemond tente inlassablement de provoquer son neveu Jaehaerys avec des futilités sur son expérience en matière de femmes. Certes, Jacques n'est pas comme lui, mais est-ce vraiment une mauvaise chose après ce que l'on a vu au début de l'épisode? Et le prince aux cheveux bruns répond d'abord calmement, ne rentrant pas dans son jeu jusqu'à ce que celui-ci s'en prenne directement à sa promise, ce qui le fait un peu sortir de ses gonds. Mais il se ravise bien vite et garde son calme, prononçant quelques mots chaleureux pour ses oncles. Vient ensuite un autre grand moment de Helaena qui parle d'abord d'une bête tapie dans l'ombre. Serait-ce Larys Forte que l'on n'a toujours pas vu dans cet épisode? Et elle va ensuite féliciter tous les futurs mariés, remettant par là même Aegon à sa place, lui qui se vantait de ses prouesses au lit. Au fil du repas, tout le monde semble réussir à se tenir et à passer une bonne soirée. Ce que visiblement les jeunes ne peuvent pas faire car c'est au tour d'Aemond de se lever provocateur. On l'a déjà vu chercher la bagarre avec ses neveux, plus tôt à la fin de son entraînement. Et il va finalement faire un discours manquant de finesse dans lequel il les qualifie de forts, faisant ainsi référence à leur vrai père. Ce qui va bien sûr provoquer une bagarre que les deux plus jeunes n'avaient aucune chance de gagner. Ici, ce qui transpire chez les enfants, c'est la différence d'éducation, avec d'un côté les enfants d'Alicent, qui se veut respectable et pieuse, elle a même fait une prière au début du repas pour ne pas qu'on l'oublie, et qui a élevé ses enfants pour en faire un dépravé et un démon bis, mais tous deux en beaucoup moins brillants. Ni très fin stratège, ni même respectueux des dernières volontés de leur père. Et en face, on a des enfants instruits, disciplinés et respectueux, et même tout simplement gentils quand on les voit avec leur fiancée ou leur tante Elaena. Bien que les enfants de Rhaenyra ne semblent pas beaucoup entraînés au combat par un quelconque maître d'armes ou encore mieux par tonton Daemon. Car même s'ils sont très jeunes, ils se font très vite maîtriser par leurs oncles. Et c'est alors que la reine tente de calmer son fils qui au final en rajoute jusqu'à ce que Daemon, juste par sa présence, puisse calmer Aemond et mettre fin à la bagarre. Décidément Daemon, quel charisme. Puis, inattendu, Alicent tente de convaincre Rhaenyra de rester à la cour, preuve qu'elle s'attache à respecter les dernières volontés de son mari. Rhaenyra décide tout de même de raccompagner sa famille avant de revenir. Mais sera-t-elle revenue à temps? Car en effet, l'état du roi empire encore, après toutes ces émotions et cette énergie dépensée. On notera le retour express de Mysaria que l'on nous confirme à son pseudo-poste de maîtresse des chuchoteurs, dans l'ombre elle aussi. Le roi donc sur son lit de mort qui agonise et a perdu l'esprit. À nouveau, il confond Alicent avec sa fille, et se rappelle probablement de leur conversation sur la prophétie d'Aegon car il se met à en parler à Alicent. Et la reine, qui ne connaît rien à cette histoire, l'interprète complètement de travers. Elle entend le roi lui dire que leur fils Aegon est le prince qui fut promis et qui unira le royaume, alors qu'il parle en réalité à sa fille Rhaenyra et lui dit que c'est elle l'élu qui devra faire perdurer la chanson pour les générations à venir, et ce jusqu'à Daenerys. Puis le roi, seul, souffre encore et dit qu'il n'en peut plus, avant de pousser son dernier soupir et semble même apercevoir sa femme Aemma qui l'attend de l'autre côté. Le roi Viserys est mort. Qu'avez-vous pensé de ce roi dans ces dernières heures? Donnez-moi votre avis en commentaire et venez en discuter sur Twitter. Voilà, donc une fin d'épisode puissante pour un épisode puissant dans lequel le roi tente une dernière fois de rassembler sa famille autour de lui afin d'assurer la paix et la prospérité de son royaume, principalement afin que le rêve d'Aegon se réalise. Un épisode 8 qui nous présente les princes sous un nouveau jour. Plus âgés, ils sont tous aujourd'hui de jeunes hommes, et le casting est plutôt satisfaisant, surtout concernant les enfants d'Alicent, tous trois excellents, avec, je le redis, une spéciale dédicace pour Aemond qui promet de grandes choses pour l'avenir de la série. On en a donc fini avec cet épisode, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, pensez à vous abonner et à lâcher un petit like en partant si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt sur Anakaland. Bye.